Bien, je rappellerai simplement que Hervé Berville a été chargé de la mer dans le gouvernement de la République de 2022 à 2024, c'est-à-dire le temps d'un mandat de président de l'Académie de Marine. Donc, il va nous parler de son expérience à la tête de ce département. Hervé, merci beaucoup. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le futur Président, Monsieur le Président, l'ancien Président, toujours Président de l'Assemblée nationale. Un vrai plaisir de vous voir. C'est que un de mes parrains en politique, c'est Richard Ferrand, qui a beaucoup d'estime pour vous. J'ai commencé aussi mon apprentissage politique quand vous étiez ministre, donc j'ai beaucoup de plaisir à vous voir ici, Monsieur le Président. Et ça montre bien que les sujets maritimes vont au-delà de ceux qui habitent à côté de la mer, qui ont la chance d'habiter en Bretagne comme moi. Alors, je tiens à préciser vraiment que si on avait voulu avoir un temps pareil pour cette journée et pour ce temps de travail, je crois qu'on n'aurait pas réussi à l'avoir. Je n'y suis pour rien, n'étant plus au gouvernement, je n'ai plus la main sur les décrets qui sont liés à notre pluviométrie et à la sécheresse. Mais en tout cas, ça m'a fait simplement me remémorer que parfois, il faut quand même mieux prendre la voiture que d'essayer de faire les choses à pied. J'ai voulu tester à l'Assemblée nationale jusqu'ici à pied. Bon, ça a été une véritable expédition. Au moins, ça me servira de leçon. Je profite aussi de remercier la présence de toutes les grandes personnalités du monde maritime. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon je vais faire toute l'assistance. Mais en tout cas, vous dire que quand j'ai reçu l'invitation du président Alain, j'ai tout de suite accepté. Et au fond, je ne vais pas dire beaucoup de choses que vous ne connaissez pas déjà, vous qui êtes à la fois des acteurs de notre passion commune pour les sujets maritimes et en même temps des gens qui avaient une analyse particulièrement poussée. Je voulais simplement revenir peut-être sur à la fois mon expérience en tant que secrétaire d'État chargé de la mer, d'abord auprès de la Première ministre, puis, donc c'est de 2022 à janvier 2024, puis secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, rattaché au ministère de l'écologie de janvier 2024 à il y a quelques semaines, et à travers peut-être cette expérience, en tirer, je ne sais pas si c'est quelques leçons, mais en tirer quelques traits marquants qui me paraissent importants, notamment pour les prochaines années, les prochaines décennies, qui seront aussi cruciales pour notre capacité à continuer d'être une puissance maritime eh bien, qui est à la hauteur des défis de notre monde et de tous les territoires là où représente la France, et puis aussi à la hauteur des attentes de nos concitoyens sur tout un tas de sujets que vous connaissez aussi très bien. Et vous dire que j'ai eu plaisir pendant ces plus de 2 années à discuter, à échanger, à rencontrer régulièrement les membres de l'Académie de Marine, parce que ça a toujours été des moments, et je me rappelle ici, c'était une toute première intervention quand il y avait un colloque sur les 40 ans de la Convention de Montego-Bay, ou encore quand on a eu l'occasion d'échanger, et je vous remercie pour le travail que vous avez fourni sur quelle sera la puissance maritime française au cours des 20 prochaines années. Si je ne m'abuse, c'était jusqu'en 2040, peut-être un peu plus. Vous avez peut-être redéfini entre-temps la temporalité. La première chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu de la chance quand je suis arrivé en responsabilité, quand le président de la République m'a fait l'immense honneur de me nommer secrétaire d'État chargé de la mer. Alors, c'est quand même une responsabilité qui n'est pas traditionnellement dévolue aux Bretons, mais il y a quasiment 50% de la cohorte des ministres qui sont bretons. Mon successeur en étant une autre illustration. J'ai eu de la chance parce qu'en 2022, le temps passe vite, parfois on a la mémoire qui s'érode, et c'était une année assez exceptionnelle pour les sujets maritimes. Non pas parce que j'ai été nommé, je vous rassure tout de suite. 2022, c'était en janvier le premier One Ocean Summit, pour parler en bon grand breton. C'était ce sommet que le président de la République avait organisé à Brest
pour, au fond, rallier la communauté internationale, rallier un certain nombre d'États pour protéger nos océans, mais aussi développer une culture maritime commune, développer des projets de coopération sur les sujets maritimes et de faire des sujets océaniques, des sujets maritimes, des sujets aussi de diplomatie environnementale. Ensuite, il y a eu la création, vous savez, de la DGEMPA, je salue ici son directeur, qui a permis, là aussi, d'unifier, de donner une cohérence à l'organisation de l'État. Et je salue le ministre aussi, Bussereau, pardon, que je n'avais pas vu. Non, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Non, j'ai eu un petit doute, vous m'avez regardé comme ça en me disant, je vous salue aussi. Il n'y a pas que le breton, il y a aussi les charpentes maritimes. Exactement. Mais ça, c'est le cherry on the cake, comme on dit en grand breton, c'est pour la fin. Le meilleur arrive pour la fin, monsieur le ministre. Et cette direction générale a permis là aussi de se donner une cohérence d'action et de se donner des moyens, notamment dans tous nos territoires, de pouvoir agir sur tous les sujets, planification maritime, développement de l'économie maritime, tout ce qui est la plaisance, tout ce qui est lié aussi, bien évidemment, à la pêche. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin et créer une véritable direction générale de la mer. Alors ça, c'est peut-être un sujet que je laisse aux éminents membres de l'Académie de Marine, mais je crois qu'on aurait pu aller un peu plus loin en ayant une unité d'action qui rassemble aussi les sujets qui sont liés plutôt à la sécurité, les sujets qui sont, je ne dirais pas traditionnellement dévolus au SGMR, mais en tout cas qui incorporent des éléments qu'il y a dans le secrétariat général de la mer. Bref, je mets ça de côté, mais je pense qu'avoir une véritable direction générale de la mer aurait pu nous donner encore une capacité d'action, une cohérence dans ce que nous faisons encore plus forte. Et donc quand j'ai été nommé en 2022, nous étions dans un contexte géopolitique qui était particulier, comme vous le savez. Il y a eu la guerre en Ukraine, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, et puis il y avait des tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et la Chine, qui étaient très très fortes. Ce qui faisait que ces sujets, notamment maritimes, étaient vus comme des sujets de conflictualité très forte, que ce soit dans l'océan Pacifique, que ce soit aussi dans l'océan Indien, que ce soit également dans l'océan Atlantique, avec nos amis russes, pour ne pas dire quelque chose d'autre. Et donc, l'une des premières priorités qu'a été au ministère de la Mer et que nous avons souhaité porter avec la Première ministre et le Président de la République, c'était de faire du sujet maritime un sujet au cœur de deux priorités pour notre pays, pour l'État et pour le gouvernement, au cœur de la question de la souveraineté économique. Nous ne pouvons pas renforcer notre indépendance, nous ne pouvons pas renforcer notre souveraineté économique, énergétique, si nous ne prenons pas en compte le fait maritime. Je passe sur tous les sujets et tous les chiffres que vous connaissez bien mieux que moi. 80% du commerce mondial se fait à travers les océans. 90% de ce que nous avons dans nos téléphones portables traverse par des câbles sous-marins, d'où l'enjeu aussi de la flotte stratégique, et une grande partie de l'alimentation mondiale dépend eh bien, de la ressource halieutique. Et donc il fallait absolument que dans aussi l'organisation de l'État, dans les priorités que nous portions dans les différents ministères, ministère des Outre-mer, ministère de l'économie, ministère de la transition écologique, ministère, c'est évident, de l'agriculture, nous ayons cet enjeu de l'industrie, nous ayons cet enjeu de la souveraineté économique comme un enjeu fondamental, et donc de mettre les enjeux maritimes au cœur de cette souveraineté économique. Et donc nous avons développé une stratégie dès 2022 pour mettre au cœur de cette souveraineté économique le fait maritime et tous les territoires qui participent à cette puissance maritime. Et puis, et c'était dans la continuité de ce que je vous disais en janvier avec le One Ocean Summit, c'est de vraiment faire prendre conscience à nos concitoyens, mais au fond à tous les acteurs, qu'il était impossible de répondre aux défis climatiques, aux défis du changement climatique, du dérèglement climatique, si nous ne prenions pas en compte la question des océans, de la protection des océans. 70% de la surface du globe, ce sont des océans. Plus de 50% de la biodiversité que nous connaissons se trouve dans nos océans. Et donc, il y avait une sorte d'angle mort de toutes les négociations internationales où la question océanique était mise un peu de côté, alors que si nous voulions répondre à l'érosion de la biodiversité et freiner le dérèglement climatique, nous devions prendre en compte les enjeux
liées aux océans et liées à la protection des océans. Et donc, c'est fort de, pour moi, cette réalité et fort de ce constat que nous avons développé une feuille de route sur 3 points. 1, la protection. D'abord, et je pense que l'idée c'est peut-être d'essayer d'avoir des questions-réponses, donc je ne serai pas trop long et je laisserai un temps d'échange si vous le souhaitez bien. Le premier pilier, c'était vraiment la protection de notre espace maritime. Et ça, l'amiral Rogel le sait mieux quiconque, qui a fortement participé. On peut le remercier parce que ça n'avait rien d'évident, et tous les militaires qui sont ici présents. C'était que, notamment dans la loi de programmation militaire, l'enjeu de la marine nationale, la montée en puissance de notre outil militaire, de notre capacité stratégique à défendre nos territoires, notamment dans le Pacifique, et je me suis rendu l'année dernière, et également aussi dans des territoires comme les Caraïbes, soit à la hauteur de ce que nos compétiteurs, soit à la hauteur de ce que nos adversaires mettaient sur la table. Et c'est aussi eh bien, le renouvellement d'un certain nombre de navires et le lancement de ces patrouilleurs outre-mer qui vont faire eh bien, beaucoup de bien à notre capacité de protéger notre ZEE, la deuxième plus grande du monde comme vous le savez, et qui permettront d'affirmer la France comme puissance maritime partout sur le globe. Ensuite, c'était l'enjeu, et qui est pour moi qui est vraiment important, l'enjeu de la lutte contre la pêche illégale, qui est aussi lié à la question de la protection de notre zone économique exclusive. Rendez-vous compte que dans des territoires comme la Polynésie française, nous n'avions à peine qu'un navire pour nous protéger de la lutte contre la pêche illégale, alors que nous savons qu'il y a des navires chinois qui viennent très très près de notre zone économique exclusive et bien, évidemment qui profitaient de cette absence pour pouvoir, on va dire, venir puiser dans nos ressources. Et la lutte contre la pêche illégale, c'est aussi un moyen de coopérer avec un certain nombre de pays et faire face aux tentations, aux poussées de pays comme la Chine de venir de plus en plus proches de nos intérêts stratégiques. Et donc le président de la République, dans le cadre notamment du G7, a développé une vraie stratégie de lutte contre la pêche illégale. Ça fonctionne, on doit continuer, notamment faire de la coopération avec les marines nationales d'un certain nombre de pays, mais on montre bien que l'enjeu de la protection des ressources halieutiques est pour nous un enjeu prioritaire, parce que c'est un enjeu de souveraineté économique, et c'est un enjeu bien évidemment aussi de protection de la biodiversité et de protection des ressources. Et puis, ensuite, c'était aussi dans cet enjeu de protection, qui est lié à ce que je vous disais, notamment sur la question du changement climatique, c'est pour mieux protéger, il faut mieux connaître. Et donc, c'est une stratégie qui visait à renforcer la connaissance et la science, et je sais qu'ici, à l'Académie de Marine, vous êtes particulièrement attentifs à ce sujet, et donc nous avons déployé aussi un programme de recherche scientifique dès 2022, notamment pour l'exploration des grands fonds marins, parce que si nous souhaitons protéger, et notre espace est vaste, et donc être le plus pertinent, le plus stratégique, et cibler les endroits qu'il faut le mieux protéger, il faut mieux connaître. Et donc c'est toute cette stratégie que nous avons déployée, avec notamment le financement de drones, le financement de programmes de recherche, avec l'IFREMER, avec aussi le CNRS, pour mieux identifier, pour mieux protéger les zones qui sont remarquables, des zones qui ont un intérêt stratégique majeur, et qu'il faut donc eh bien, avoir une attention là plus grande. Ensuite, le deuxième pilier de notre stratégie, ça a été l'enjeu de la maritimisation de notre économie. Alors, peut-être que beaucoup de gens l'ont déjà dit avant moi. Bon, je ne souhaite pas ici être particulièrement original, mais c'était un enjeu majeur parce que maritimiser l'économie, comme je le disais tout à l'heure, c'est prendre conscience que le destin économique de notre pays, que la souveraineté, l'indépendance de notre pays tient aussi à sa capacité d'embrasser pleinement sa culture maritime, pleinement ses territoires maritimes. Et donc ça a passé par plusieurs choses. La première déjà, vraiment avoir une ambition très forte sur la question de la formation de nos marins, la formation
au métier de la mer, et je salue aussi tous les départements, notamment comme la Charente-Maritime, mais aussi la Corse, qui se sont engagés pour faire connaître ces métiers de la mer aux jeunes Français, pour faire connaître les métiers de la mer à ceux qui sont éloignés de ces territoires-là. Et on a lancé notamment en 2023 une campagne qui a très bien fonctionné et qui visait à la fois démystifier les métiers maritimes et en même temps à montrer qu'il y avait une diversité de scientifiques à conchiliculteurs, en passant par chef mécanicien, et qui étaient des métiers qui permettaient de voyager, qui permettaient de rêver, et au fond, essayer de montrer à nos jeunes petits concitoyens français qu'il fallait que nous reprenions aussi le fil de cette grande histoire maritime, et ça commence par les métiers. Et on a de moins en moins de gens qui sont issus de familles maritimes, je le vois dans le secteur de la pêche, notamment en Bretagne, et donc il faut qu'on soit de plus en plus ambitieux, de plus en plus volontariste pour faire comprendre, pour faire aimer et pour faire connaître ces métiers. Ensuite, la maritimisation, et pardon, je regarde le temps pour ne pas trop vous monopoliser, la maritimisation de notre économie, c'était également deux choses. Un, l'enjeu de la souveraineté énergétique, et nous avons lancé, et ça vient d'aboutir il y a quelques semaines, à la fois un grand exercice de planification en mer, qui vise sur tous nos littoraux à définir d'ici 2040 les espaces où nous allons renforcer la protection, les espaces où nous allons déployer des énergies marines renouvelables et des espaces où nous allons déployer d'autres types d'activités, comme bien évidemment la pêche ou comme la conchiliculture. Cet exercice, il a commencé en 2022, il vient de s'achever, il a pris un peu de temps, parce qu'il y a eu des débats publics, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ont participé, et c'est un exercice à la fois de concertation, un exercice territorial et un exercice citoyen qui était inédit. Ça aurait pu très mal se passer. Un certain nombre de départements où ça a été parfois compliqué pour accoucher, mais d'abord je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce magnifique exercice, mais c'est surtout un exercice qui montre que la mer a cette singularité qu'il faut vraiment organiser la cohabitation des usages au risque d'avoir des conflits entre les pêcheurs, entre les ONG, entre les énergéticiens, et donc nous avons réussi à tenir ce triple objectif, à la fois de protéger 30% de notre espace maritime, avec 10% en zone de protection forte, avoir des zones où nous allons pouvoir déployer d'ici 2040 40 gigawatts d'énergie marine renouvelable, et des zones où nous allons pouvoir là aussi continuer à développer les activités notamment de pêche et de conchiliculture pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Et donc cet exercice de planification en mer que j'ai eu à conduire avec toutes les équipes sur le terrain, il est inédit à la fois dans notre histoire par l'ampleur et par le caractère simultané, parce que d'habitude, vous saviez, nous avions des exercices de planification qui se faisaient façade par façade, un peu de manière, je ne dirais pas désorganisée, mais en tout cas pas poussée au même moment, ce qui pouvait créer des tensions et ce qui faisait que parfois on voulait toujours repousser la contrainte sur notre façade maritime ou sur notre activité. Là, nous avons décidé de le faire en même temps dans toutes les façades, en ayant à la fin quelque chose de clair, parce que je crois que ce qui doit caractériser la politique maritime aussi de notre pays, c'est de la visibilité, c'est de la stabilité, et c'est de donner un cap qui soit à la fois clair, qui peut faire l'objet de contestation, et j'en ai eu, mais en tout cas qui définit une stratégie de long terme, et notamment une cohabitation des usages, parce que la mer c'est un espace, pas simplement d'ailleurs horizontal, mais aussi vertical, qui nécessite d'avoir cet exercice de planification. Et donc cet exercice de planification nous a permis là aussi de mettre la mer, et je l'ai vu avec un certain nombre de mes camarades ministres qui ne connaissaient pas grand-chose au sujet maritime, mais qui se sont intéressés au sujet maritime à travers aussi la création d'emplois dans nos territoires que le déploiement des énergies renouvelables allait induire. Et l'enjeu de cette planification en mer, l'enjeu de cette souveraineté énergétique, ça a été aussi d'être un enjeu, et j'ai vraiment voulu que ce soit un élément central, et le président de la République y était très attaché aussi, que ce soit un enjeu industriel, un enjeu de création de valeur, de création d'emplois, un enjeu de réindustrialisation. Et à travers cette belle aventure des énergies marines renouvelables, j'ai aucune idée quelles seront la puissance des éoliennes dans 20-30 ans. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec la région Loire-Atlantique, la région Bretagne, avec la région PACA,
nous allons déployer des formations, nous allons mettre des moyens pour le développement de technologies européennes, technologies françaises, qui nous permettront d'assurer aussi, dans la production de ces éléments de souveraineté énergétique, et bien d'assurer l'indépendance, mais en tout cas la maîtrise de tous les éléments à haute valeur ajoutée et ne pas dépendre, pour ne pas encore les citer, d'un pays asiatique plutôt lointain. Pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et ensuite, dans la maritimisation de notre économie, il y avait la formation, il y a l'enjeu de la souveraineté énergétique, je vous l'ai dit, il y avait quelque chose qui là aussi arrive à peu près tous les 100 ans, c'est l'enjeu de la décarbonation du transport maritime. Alors vous le connaissez très bien, donc je ne vais peut-être pas être très long là-dessus, mais je crois que c'est à la fois une formidable aventure industrielle, territoriale, technologique, scientifique, et que nous sommes qu'au début, au fond, de cette aventure. J'ai eu l'immense honneur d'être le premier à devoir déployer cette stratégie. Nous avons la chance d'avoir de grands armateurs, de grandes entreprises. Je cite CMA, CGM, mais je pourrais citer aussi Brittany Ferries. Bref, on a tout un tas d'entreprises du maritime qui vont devoir se décarboner, c'est-à-dire réduire leur empreinte carbone, utiliser autre chose que des énergies fossiles, et nous devons le faire en européen, et nous devons le faire pour ne pas dépendre de technologies alternatives que nous ne maîtrisons pas. Et donc, nous avons lancé, pour ce faire, une stratégie avec le secteur privé, qui vise notamment à mettre en place un fonds public-privé de 1,5 milliard d'euros, qui vise à stimuler le déploiement de ces technologies pour faire en sorte que le plus rapidement possible, nous ayons des navires qui soient propulsés à autre chose que des énergies fossiles, et aussi, et c'était là aussi une grande ambition que nous partageons avec le monde maritime, de reprendre le fil de la propulsion vélique. Et nous avons notamment signé un pacte pour relancer les navires propulsés par les voiles, avec bien évidemment des technologies un peu différentes. Ça fonctionne, et je constate au niveau européen, puisque c'est le PDG de MSC qui m'avait contacté pour savoir un peu comment la France se positionnait, parce qu'en Italie ou dans d'autres pays où il était présent, il n'y avait pas de stratégie étatique. Je constate que la France est le premier pays à l'avoir déployé, et nous l'avons aussi déployé à l'international, avec notamment la COP à Dubaï, où nous avons fait une coalition de tous les grands armateurs pour accélérer la décarbonation des navires, mais aussi, et ça c'est un élément essentiel, décarboner les ports. Parce que si vous avez le navire mais que vous n'avez pas le pompiste, c'est compliqué. Donc on a travaillé aussi avec Total pour faire en sorte que la question du carburant alternatif maritime ne soit pas oubliée et fasse partie de l'équation de ces énergéticiens. Et donc, vous voyez, une stratégie sur la protection de notre ZDE et de nos ressources, une stratégie sur la maritimisation de notre économie et renforcer la culture maritime. Et je terminerai par là. Une stratégie aussi qui était une stratégie basée sur la coopération. Et je crois que, alors, ça peut être paradoxal d'ailleurs, alors que l'année 2022 est une année marquée par le retour des conflits, en tout cas sur le sol européen, des retours de conflits à haute intensité, et qui aurait pu amener une forme de divergence ou une forme d'accélération des antagonismes, notamment des grands blocs, le sujet maritime, paradoxalement, nous l'avons utilisé pour essayer de rapprocher et bien, de renforcer la coopération au niveau européen, au niveau du G7, au niveau du G20 et au niveau, bien évidemment, des instances onusiennes. Et je vais vous donner 3 exemples. Un, sur la question du fameux BBNJ, le traité sur la biodiversité en haute mer. C'est le président de la République, quand il m'a nommé, qui m'a demandé d'en faire une priorité diplomatique de la France. Et donc, j'ai été nommé en juillet. En août, je me suis retrouvé le seul ministre de notre chère planète bleue. En août, alors tout le monde pensait que j'allais en vacances. Je me suis dit, tiens, il disait tout jeune ministre, il va aller à New York comme ça. Et on a vraiment, la France, et notamment aussi l'Allemagne, relancé ce processus de négociation qui était enlisé depuis 20 ans, en essayant de démontrer que si nous voulions renforcer la protection de nos océans, nous ne pouvions pas passer à côté de ce traité sur la biodiversité en haute mer, la haute mer représentant 50% de la surface de la planète. Et malgré les antagonismes, malgré les tensions, nous avons réussi, puisque en mars 2023,
une majorité de pays a signé ce traité sur la biodiversité à haute mer, qui est un traité, et je m'arrêterai sur ça, qui est juridiquement contraignant. C'est-à-dire que dans une époque, dans un moment où on dit, au fond, que l'ONU, on le voit dans les conflits au Moyen-Orient, on le voit en Ukraine, que l'ONU n'est pas efficace, que le droit international, au fond, c'est une chimère, ça n'existe pas, ça ne s'applique pas, nous avons réussi à avoir un traité juridiquement contraignant sur un espace stratégique, la haute mer, qui faisait l'objet jusqu'ici de peu de régulation. Et pour la première fois, nous allons pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer, et nous allons pouvoir le faire à la majorité qualifiée, et non pas au consensus. Donc à la fois, nous avons un outil juridique contraignant et qui a une réalité, et donc ceux qui ne respectent pas ces règles pourront être sanctionnés. Alors il faudra voir après quels seront les mécanismes de sanction. Mais nous avons aussi des mécanismes de coopération qui ne sont pas basés sur le consensus et qui nous permettent donc d'avancer quand un ou deux États ne le souhaitent pas. Et ça, nous l'avons fait, nous avons réussi à le faire, en dépit notamment de la Russie qui était particulièrement opposée. Et c'est un succès aussi parce que nous avons fait rentrer la Chine, l'Inde, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Brésil dans les négociations, en montrant qu'au fond, protéger la haute mer, c'était aussi protéger des États qui n'étaient pas des États nécessairement côtiers ou des États maritimes. Et puis, le deuxième sujet de coopération, qui est pour moi un vrai élément, je ne sais pas si c'est de fierté, mais en tout cas si on peut dire de fierté pour notre pays, c'est le moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Alors je sais qu'ici, ça a pu susciter quelques questionnements quand j'ai pu prendre cette position, mais rendez-vous compte qu'un certain nombre de pays ou d'entreprises voulaient aller à moins de 4000 mètres sous le niveau de la mer, avec des machines qui font la taille de baleines bleues, pour aller chercher des nodules polymétalliques, dont on sait que nos territoires regorgent de ces éléments-là, pour nourrir une transition énergétique dont on sait qu'elle n'aura pas nécessairement besoin de ces nodules polymétalliques. Et moi, mon sujet, ce n'était pas de temps de dire il ne faut absolument rien faire, il ne faut pas connaître ce qu'il y a dans les grands fonds marins, mais c'est de dire que le risque est peut-être plus grand d'aller abîmer ces grands fonds marins, alors même qu'un certain nombre d'entreprises, notamment des constructeurs automobiles, nous disent qu'ils n'ont pas besoin de ces nodules polymétalliques pour faire les batteries parce qu'ils sont déjà passés à une autre technologie. Et c'est de dire, prenons le temps de la science, prenons le temps de la connaissance, et ne connaissons que 2% des grands fonds marins. Et donc, il se peut que les grands fonds marins, et c'est ce que nous voyons de plus en plus, regorgent notamment de ressources marines génétiques qui sont bien plus précieuses pour l'avenir de l'humanité que ces nodules polymétalliques. Et donc, cette bataille, nous l'avons réussi aussi, ça a été une bataille de coopération diplomatique que nous avons menée au sein de l'Union européenne, au G7, au G20, dans toutes les instances. Au début, nous étions, en 2022, que 4 pays à être favorables à un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Nous sommes désormais plus de 28 pays à dire concentrons-nous sur la science, concentrons-nous sur la connaissance, plutôt que d'aller faire de l'exploitation minière de ces grands fonds marins. Et nous verrons, quand nous aurons plus de connaissances, ce qu'il en sera. Et pour moi, ça résume ces sujets de coopération, ce que doit être, pour moi, en France, le fait maritime et notre politique maritime. Ça doit être une politique qui reprend réellement le fil de l'exploration, de la connaissance, du rêve. Et les abysses en font partie. Et c'est pour ça que je suis particulièrement attentif et sourcilleux sur le fait de les protéger, les chérir. Parce que vous savez que les abysses peuvent être considérés comme la pharmacie du monde pour les futures maladies. Ces sujets de coopération démontrent bien aussi que le maritime, qui est souvent vu comme un sujet de conflictualité, peut aussi rassembler et peut faire en sorte d'amener un certain nombre d'États à coopérer avec des règles qui sont juridiquement contraignantes et avec des règles qui protègent notre humanité, qui protègent nos concitoyens, mais surtout qui protègent notre pays. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons là aussi préparé l'UNOC, vous savez, ce sommet des Nations Unies pour les océans qui aura lieu en juin 2025,
avec cette triple ambition de continuer de faire de la France une puissance maritime, notamment qui s'appuie sur une industrie navale, une marine, des ports qui sont modernes et qui permettent aussi d'être à la hauteur de nos ambitions maritimes, une puissance maritime qui est exemplaire sur la protection de ces océans, et surtout une nation océanique, qui est une nation scientifique, qui est une nation industrielle, et qui est une nation aussi qui forme des marins et qui a cette culture marine. Voilà ce que nous avons essayé de porter, mesdames et messieurs, les membres de l'Académie de Marine, mesdames et messieurs qui viennent ici assister. Ce fut pour moi 2 années et demie, un peu moins de 2 années et demie, mais passionnantes, parce que le monde maritime a cette particularité que ce sont des gens qui sont passionnés, passionnants, et qui ont une expérience à la fois géographique, mais aussi en termes de compétences qui est immense. Et moi, j'ai vraiment une infinie gratitude et reconnaissance à tous ces agents, à tous ces militaires, tous ces marins que j'ai rencontrés sur les différentes mers du globe, et tous ces jeunes qui rentrent notamment dans les affaires maritimes, qui sont des cerveaux bien faits, mais qui ont, et peut-être je l'ai décelé par rapport à d'autres formations, une curiosité et une capacité d'adaptation qui est un peu plus élevée peut-être que d'autres formations. Et donc c'est pour ça que désormais, je recommande à tout le monde de soit rentrer dans la marine, soit d'aller faire les affaires maritimes. Ce sera ensuite aux uns et aux autres de sélectionner, mais en tout cas, je suis un fervent partisan de ces 2 formations. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. J'ai été un peu trop long, vous me connaissez, je suis en retard, je suis un peu trop long, voilà, personne n'est parfait. Mais en tout cas, ce fut un plaisir d'être ici avec vous, et bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions, mais vous dire que depuis 2 ans et demi, et grâce à la conférence du président de la République, nous avons tout fait pour renforcer la puissance maritime de notre pays, nous avons tout fait pour renforcer la culture maritime de notre pays, et nous avons tout fait pour faire en sorte que tous ceux qui sont passionnés par ces enjeux-là puissent y participer. Et je crois que le sommet des Nations Unies pour les océans sera l'occasion d'une démonstration aussi de ce qu'est la France du XXIe siècle, une France océanique, maritime et aussi fluviale, parce qu'il ne faut jamais oublier le fluvial. Merci beaucoup.